Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 24 de mes notes de cours, chapitre qui fait partie de la quatrième division, si on veut, de mon cours de mécanique, mais qu'on aurait pu facilement regrouper avec la conservation de l'énergie en élargissant cette partie-là en disant que c'est tous les principes de conservation. C'est intimement lié, la conservation de l'énergie et la conservation du mouvement, c'est intimement lié. Donc, ça aurait pu être regroupé, là, puis on peut voir ça comme ces deux divisions-là comme étant la troisième partie du cours de physique. Donc, on va étudier une nouvelle grandeur physique qui s'appelle la quantité de mouvement, dont le symbole est P, quantité qu'on n'entend pas si souvent parler de ça, mais qui est quand même à la base de Newton. C'est la quantité à la base de la physique, parce que c'est la quantité que M. Newton a étudiée. Lui, il a élaboré ces choses par rapport à la quantité de mouvement, puis on l'a élargi après ça à la force, masse et accélération. Donc, on va voir aussi une petite section là, sur l'impulsion, qui est une autre grandeur physique qu'on va définir. Évidemment, toute cette partie-là fait appel à des collisions entre des particules ou des objets, quoique ça s'applique même s'il n'y a pas de collision. Mais évidemment, le cas le plus typique de la conservation du mouvement, c'est lorsqu'on étudie les collisions. Allons maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans le résumé du chapitre 24. Première remarque, le chapitre 24, pour ceux qui suivent le cours de physique avec le livre de Séguin, ça correspond à 3 sections dans le livre de Séguin, les sections 3.10, 3.11 et 3.12, qui, moi, sont tous regroupés dans le même chapitre, le chapitre 24. On va donc débuter par la section 3.10. Donc là, le résumé que je vous fais correspond à la page 397, à la matière dans le livre de Séguin, à la page 397. Donc, pour ceux qui suivent avec Séguin, ce serait intéressant d'ouvrir le volume à cette page-là pour comparer qu'est-ce que j'ai mis dans le résumé puis quelles étaient les notions que Séguin mettait dans son aperçu. Première remarque, on va encore parfois utiliser les indices initial-final, mais là, évidemment, on va souvent parler de initial en termes de avant la collision, puis de final après la collision. Mais parfois, ça devient conflictuel, ou en tout cas mêlant, parce qu'on applique des fois les deux principes de façon subséquente ou rapprochée. Principe de l'énergie avec une situation initiale puis finale, puis après ça, principe de collision, puis le final de l'énergie devient l'initial de l'autre. C'est pas toujours évident. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai tendance à remplacer initial, final par avant et après lorsqu'il y a collision. Okay? Ce qui me permet de séparer des fois des problèmes. Là, vous allez le voir très bientôt là, quand on va solutionner des problèmes. Il m'arrive aussi, justement, quand j'utilise avant puis après, des fois, je l'écris au long pour être sûr que c'est bien compris, mais ça m'est déjà arrivé là, aussi d'écrire juste AV et AP là, pour avant et après. La quantité de mouvement, une nouvelle grandeur qu'on appelle P, qui est une quantité vectorielle, qui est la masse multipliée par la vitesse, la masse étant un scalaire, multipliée par un vecteur. C'est sûr que la quantité que j'obtiens, c'est une quantité vectorielle. C'est la définition officielle, mais dans les faits, lorsqu'on va vouloir le calculer comme tout vecteur, on va souvent faire le calcul en décomposant le problème, en séparant le problème en fonction de ses composantes. Donc, je peux calculer une quantité de mouvement selon X, selon Y, selon Z. Évidemment, quand j'ai une seule dimension, ça revient à utiliser uniquement cette équation-là. Je l'ai déjà mentionné à certains, donc masse en kilogrammes, vitesse en mètres secondes. Donc, la quantité de mouvement se mesure en kilogrammes multiplié par mètre seconde ou encore en newton seconde. Faites attention, ici, j'ai vraiment kilogramme fois mètre divisé par seconde, puis ici, j'ai newton fois seconde. On se rappelle que newton, c'était newton fois mètre par seconde carré. Donc, j'avais un S en bas, les S se simplifient, donc il y a une équivalence entre ces deux unités-là. Et ils n'ont pas été rebaptisés en l'honneur d'aucun physicien jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est une quantité vectorielle, donc ces 3 composantes nous permettent d'exprimer le vecteur au besoin sous cette forme-là, ou encore le module et son angle. Évidemment, son module se calcule en prenant la racine de px carré plus py carré plus pz carré, et l'angle se mesure en faisant la tangente. Si on est en 2 dimensions, en 3 dimensions, mais l'angle est plus compliqué. Je pense qu'on ne l'a jamais fait dans le cadre du cours.
Newton, je vous l'ai mentionné, avait développé sa loi sous cette forme-là, que la somme des forces était égale à la dérivée de la quantité de mouvement. Évidemment, on peut remplacer quantité de mouvement par mv. Je peux mettre le m en évidence étant une constante, donc il me reste la dérivée de la vitesse. Puis la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Fait que tranquillement, on retombe sur la version plus connue. Il y a un principe de conservation de la quantité de mouvement qui s'applique à la fois dans les collisions, mais dans tout système, même s'il n'y a pas de collision. L'énoncé général, évidemment, ça ressemble un peu à ce qu'on avait avec la première loi de Newton. Si la somme des forces est égale à 0, c'est parce que le A était obligatoirement égal à 0. Donc, ça voulait dire qu'on avait une vitesse qui était constante, la dérivée d'une constante me donnait le 0. Mais là, quand on est dans le domaine de la quantité de mouvement, au lieu d'utiliser vitesse et accélération, ben, si la somme des forces est égale à 0, ça veut dire que la dérivée de la quantité de mouvement est égale à 0. Puis si la dérivée de quelque chose est égale à 0, c'est parce que la quantité de mouvement est égale à une constante. Donc ça, c'est le principe général. C'est sa définition. Encore une fois, ce n'est pas dans cette forme-là qu'on va l'utiliser pour résoudre les problèmes. Si la quantité de mouvement est égale à une constante, ça veut dire que j'ai la même quantité à la fin et au début, finale, initiale. Comment se fait qu'il y a un sigma en avant? Ben, c'est parce qu'on dit que ça s'applique à des collisions, mais collision implique plusieurs particules. Ça s'applique aussi au système. Le système implique plusieurs composantes dans le système. Donc, c'est la somme de toutes les quantités de mouvement finales qui est égale à la somme de toutes les quantités de mouvement initial pour un système de particules. Évidemment, la forme vectorielle n'est pas utile pour résoudre les problèmes. On va le décomposer selon x, selon y, selon z. Donc, je démarre mes problèmes là, avec, si c'est juste un d, mais avec la première ligne qui est ici. La première ligne qui est ici, bien, quand on démarre notre problème, puis habituellement, on va avoir deux particules minimum qui sont en jeu, surtout si c'est des collisions. Bien, la somme finale, ça veut dire que je vais regarder le P final pour une particule, puis le P final pour l'autre particule. Je suis obligé de les regarder avec signe. Ils peuvent être positifs ou négatifs, donc c'est selon X. Puis, fait que j'ai P, il faut que je précise que je suis dans le final au lieu d'être dans le initial, que je suis dans la particule A au lieu d'être dans la particule B, et que je suis avec signe, donc selon l'axe. Ça commence à faire plusieurs indices. Partie de la physique, là, quand on traîne les indices, qui est essoufflante. Et on avait une définition de qu'est-ce qui était P, c'est du mv, donc la prochaine étape de la ligne, c'est de dire que P est égal à ma fois la vitesse finale de la particule A selon x, puis, etc. pour les autres particules et pour la situation initiale. Ça, c'était la forme finale égale initiale. On a des étudiants parfois qui sont plus de type delta. Je suis de type delta, donc je vais avoir tendance à utiliser cette forme-là, pas la forme vectorielle, par exemple, la forme 1D, 2D ou 3D, donc la somme de toutes les variations de toutes les delta P selon x est égale à 0, et si nécessaire, les autres variations. Par définition, en haut, quand on avait Px est égal à mvx, ben, si je fais P final, c'est m fois vitesse finale, moins P initial, c'est m fois vitesse initiale. Les m se mettent en évidence, il me reste vitesse finale moins vitesse initiale, toujours selon x, là, même je ne le dis pas. Donc, m fois delta v. Donc, quand on prend le delta ici, ben, le delta se retrouve sur le v ici. Fait que j'ai rajouté ça dans le coin. Si jamais vous avez peur de l'oublier, vous avez tout à fait le droit d'ajouter quelque chose que j'ai moi-même ajouté dans mes résumés. Donc, quand je ne m'intéresse pas à Px, mais à la variation de Px, ben c'est m fois la variation de v. Ce qui fait que quand on utilise la forme delta, donc je fais la somme pour toutes les composantes de mon système ou de ma collision, de toutes les delta Px, ce que j'ai ici, ben ça va être le delta Px pour la particule A, le delta Px pour la particule B. Puis après ça, je remplace par m fois delta v. Évidemment, vous voyez, type delta, ben, ça m'enlève un indice, là, à part quand on est rendu à la troisième ligne. C'est à ce moment-là que les trois indices V initial moins V initial viennent s'ajouter puis qu'on voit apparaître les trois indices. Mais au moins, sur les premières lignes de mon développement, je n'ai pas de finale initiale. Je préfère la forme delta à la forme en haut.